Bonjour, je me présente, je m'appelle Moryan, je suis préparateur mental et coach objectif de vie. Avant ça, j'étais sportif professionnel, ambassadeur community Nike et président d'une association Innovate Sport. Que diriez-vous de rendre un homme totalement accro? Aimeriez-vous que cet homme que vous aimez soit complètement à vos pieds, ou en tout cas qu'il ait le comportement que vous aimeriez qu'il ait? Comment avoir le contrôle sur tous les hommes que vous rencontrez, que vous fréquentez, afin d'avoir une vie sentimentale épanouissante? Alors salut Alex. Yes, salut Moryan, comment tu vas? Ça va très bien et toi, comment vas-tu? Ça va super, ça me fait plaisir d'être avec toi. J'ai sorti le petit maillot, t'as vu? De derrière. Silhouette de Miami. C'est un vrai collector. Ah non, ça fait plaisir. Non, bah écoute, le but de mon interview justement, c'est voilà, de discuter avec toi par rapport au coaching, notamment en France, car ici c'est très peu médiatisé. Et voilà, j'ai voulu me rapprocher de toi justement pour augmenter mes connaissances et augmenter aussi les connaissances, notamment ici en France, pour d'autres coachs qui sont issus du même secteur que moi. Toi, tu t'es expatrié justement à Miami, nous en France. Donc voilà, dans un premier temps, je voudrais te demander de te présenter. Yes. Ceux qui ne te connaissent pas. Avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Alex Cormon. En fait, j'ai une activité qui est très spéciale. Je me suis fait connaître comme Love Coach. Donc, j'accompagne les personnes dans leur vie sentimentale. Et je me suis aussi développé comme coach en développement personnel. C'est un peu mon activité principale aujourd'hui, d'aider les personnes à avoir confiance en elles, dépasser leurs blocages, leurs peurs. J'ai aussi joué au basket. On s'est connus dans ce cadre-là tous les deux. Donc, voilà, c'était toute ma vie quand j'ai eu de 5 à 19 ans. Ensuite, je me suis blessé. Puis après, centre de formation aussi, j'ai voulu prendre un tournant dans ma vie et je me suis lancé à fond dans les sciences humaines. Donc, c'est quelque chose qui m'a… Donc, j'ai eu un master en sciences humaines, une formation de coach. J'ai fait plusieurs formations de PNL, qui est l'outil que j'utilise le plus, donc la programmation neuro-linguistique. Voilà, je dirais 4 cabinets de coaching, un à Paris, un à Miami, au Brésil aussi et un autre en Espagne. Donc, voilà, j'ai des équipes un peu partout dans le monde et j'adore ce que je fais. Je kiffe ce que je fais. C'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Donc, très heureux d'être là avec toi pour en parler. Au plaisir. En tout cas, merci en tout cas d'avoir accepté justement d'en parler avec moi, de discuter et d'échanger justement sur le coaching. Alors, comment es-tu rentré dans le monde du coaching concrètement? En fait, c'est une bonne question. Quand je suis arrivé à l'université, donc après avoir été espoir à Dijon, etc., je me suis lancé un défi, celui de créer un blog pour parler justement de mon anecdote sur comment avoir confiance en soi, comment se surpasser, comment repousser ses limites. Et donc, c'était des articles que j'écrivais pour partager un petit peu mes connaissances, ce que j'aimais faire et puis ce que je voyais aussi des sciences humaines. Ce blog, en fait, il a commencé à prendre dès la 3e année. Donc, j'étais encore à l'université en master et les gens sont venus me demander des conseils. Donc, j'ai fait une formation de coach à ce moment-là et je me suis orienté tout de suite vers le coaching, l'accompagnement pour aider les personnes à avoir plus confiance en elles, à être en mesure de soigner les blessures du passé aussi, être en mesure de combattre tout ce qui est dépendance, addiction. Donc, c'est comme ça que je suis tombé dans le milieu du coaching au travers d'un blog et les gens qui sont venus me demander des conseils, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et quand j'ai découvert le coaching puis la PNL, là, je me suis dit, OK, ça va devenir mon métier et ça fait 15 ans maintenant que je fais ça. D'accord, 15 ans que tu exerces ce métier-là, justement. Ouais. Et tu as commencé justement tes débuts directement, si j'ai bien compris, un petit peu en France ou directement tu t'es expatrié aux États-Unis? Non, j'ai quand même fait mes gammes en France. Donc, ça fait 5 ans là, que je vis aux États-Unis. Ça fait 5 ans que je me suis dit que j'allais développer mon cabinet à l'international. Mais avant ça, donc, du coup, j'ai fait mes gammes en France. D'abord comme Love Coach. Pourquoi? Parce que c'était important d'avoir un positionnement niché. C'était tellement méconnu à l'époque que tu disais que tu faisais du coaching, les gens ne comprenaient pas. Il fallait que ce soit très ciblé. Donc, moi, ça a été la thérapie de couple. Et puis ensuite, le coaching en développement personnel aussi, comme je l'expliquais. Donc, j'ai fait mes gammes. Je vivais dans le sud de la France, donc j'avais 3 grandes villes sur lesquelles je me suis développé. Nice, Lyon, qui a été la ville numéro 1 pour moi, et ensuite Paris. Paris avait un peu trop de concurrents, je trouvais. Donc Lyon, ça a été en fait une belle étape pour moi.
Donc, je me suis d'abord développé en France. Et puis, une fois que j'étais numéro 1, je me suis demandé, OK, comment je peux aller au niveau supérieur? Et ça a été les États-Unis. D'accord. Ok. Très vite, alors tu as pris ton envol. Très vite. Et puis, la volonté de ne pas s'arrêter. Tu vois, j'ai appris ça avec le sport. Quand tu te reposes sur tes lauriers, c'est là où tu te fais avoir, où quelqu'un va prendre ta place. Et donc, je me suis dit, non, OK, il faut que je continue à m'améliorer, à me développer. Et donc, j'avais envie de rester numéro 1. D'accord. Donc, c'est pour ça que tu t'es expatrié aux États-Unis pour. Ouais, je parlais pas la langue, j'avais pas forcément d'attache, tu vois. J'ai personne ici. Bon, là, j'ai rencontré ma femme et puis j'ai une personne de ma famille qui est, mais bon, tous mes potes, toute ma famille est en France, à Paris. Donc, j'avais pas forcément de raison particulière, si ce n'est le goût du challenge. Et quelle est la différence? Qu'est-ce que tu ressens justement entre voilà, le fait d'avoir la double culture? En fait, c'est une bonne question. D'un point de vue centré sur le coaching, c'est vrai que quand je me présente aux États-Unis, que j'explique que je suis coach, personal coach, mental coach, les gens me disent « Waouh, c'est génial, est-ce que tu peux m'en dire plus ?» En France, on me dit « Waouh, mais c'est quoi ce truc ?» C'est vrai qu'il y a une petite connotation un petit peu négative sur la France, même si ça commence à changer. Il y a beaucoup plus de liberté aujourd'hui, beaucoup plus de coachs, beaucoup plus de connaissances à ce niveau-là. Aux États-Unis, tu sens que c'est bizarre de ne pas avoir de coach. À l'inverse d'en France, où c'est bizarre d'aller voir un psy, d'avoir un coach, on a l'impression d'être un peu malade, entre guillemets, psychologiquement. Ici, c'est l'inverse. Tu ne travailles pas sur toi. Ah bon? Donc, c'est ça que j'ai vraiment apprécié, en fait. Et ça m'a choqué quand, tu vois, ça peut être au Starbucks, ça peut être n'importe où. Quand tu rencontres quelqu'un, les gens sont tout de suite passionnés, ils te demandent ta carte, ils te recontactent, ils ont envie d'apprendre sur eux, en fait. D'accord. Et par rapport à tout ça, ton entourage, a-t-il été déterminant dans ton choix de coach-là spécifiquement? Alors, oui et non, parce que c'est vrai qu'au début, il n'y avait personne qui me soutenait. Quand j'ai dit je vais devenir love coach, je les comprends, en 2007, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en avait que 3. Ma mère, elle était devenue plus blanche que blanche. Pour elle, c'était impensable que je fasse ce métier. J'ai fallu que j'aille au bout de mon master qui consistait à devenir chasseur de tête dans les ressources humaines. Et je lui ai dit non, quoi. Je vais lancer mon cabinet, je vais lancer mon activité. Donc, c'est un choix qui a été purement personnel. J'ai eu un soutien, celui de mon père. Les gens autour de moi n'y croyaient pas. Mais la majorité se sont dit, bah, fais-le pour le fun. Tu vois, je vivais encore du basketball à l'époque. Je n'avais pas forcément d'obligation particulière. Il y a juste ma mère qui a eu peur pour moi, on va dire. Donc, ce n'est pas les proches, c'est moi, j'étais décidé. Ça ne s'explique pas. Tu sais, parfois, tu trouves ta mission de vie, tu te dis, mais je ne pourrais pas le décrire. C'est juste que c'est mon truc et c'est ce que je fais et c'est ce que je ferai toute ma vie. Voilà. D'accord. Je sais que tu as été sportif justement durant ta carrière, comme tu as pu nous dire tout à l'heure à Dijon et dans d'autres clubs en France, où là on s'est rencontrés d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs. Alors, peux-tu nous parler un peu plus de ta période en tant que sportif, ton expérience? Yes, bah, écoute, la meilleure période de toute ma vie. Voilà, faire ce que j'aime, être entouré de potes. Le basket, c'est hyper puissant parce que c'est une équipe, tu vois. Et puis c'est une famille. Enfin, ça ne s'explique pas. Je pense que le sport d'équipe, pour moi, ça a été quelque chose de fort. Bon soutien des proches qui m'ont toujours poussé, boosté. Le seul regard que j'ai aujourd'hui, c'est que j'aurais dû faire mieux. Je pense que je n'avais pas le bon mindset. Tu vois, je partais en centre de formation. C'est un peu comme si tu allais en colonie de vacances. Si tu veux devenir sportif de haut niveau, il n'y a pas à chipoter. Il faut que tu sois toujours à être le meilleur, entre guillemets, en tout cas le meilleur de toi-même, tu vois. Toujours à repousser tes limites. Je pense que je ne me suis pas suffisamment fait mal, entre guillemets. Donc, ça, c'est un peu de mon regret aujourd'hui, tu vois. Je dis que je n'étais pas le meilleur, mais je n'étais pas aussi, je pense, j'aurais pu faire mieux. J'étais peut-être immature. Bon, après, c'est sûr que j'avais 15-16 ans, donc ce n'est pas à ce moment-là qu'on a la plus grande maturité. Mais pour moi, le sport, ça a été l'enseignement de ma vie. Tu vois, ça m'a appris le respect, ça m'a appris la communication, ça m'a appris le team building, ça m'a appris à repousser certaines de mes limites quand même aussi. Ça m'a appris à vivre des expériences extraordinaires. Je pense que l'école plus le sport, c'est ça qui m'a forgé quand même. Donc, j'en garde un vrai souvenir positif quand même. Tu as quand même été un joueur, je crois, international de ton pays. Tu as représenté ton pays. Donc, ce n'est pas rien. Malgré non, c'est vrai. Non, on a fait des choses, hein, champion de France et tout, mais tu gardes un petit goût amer quand tu sais que tu aurais pu faire mieux. Et puis, tu gardes un petit goût amer quand tu sais que, comment dire, ouais, c'est une question de si on m'avait partagé les connaissances que j'ai aujourd'hui. T'imagines le coaching, toi, quand on en a parlé ensemble, ce que ça t'a apporté, moi, ce que ça m'a apporté. Si à l'époque, j'avais ces outils-là, je pense que j'aurais pu faire quelque chose d'encore plus fort et plus grand. Mais c'est sûr que j'ai fait quand même des choses
que tout le monde n'a pas fait. Et c'est vrai que j'en suis fier aussi, quoi. C'est sûr. En tout cas, félicitations pour ton parcours, parce que on s'est un peu perdu de vue justement dans le monde du sport, parce que comme beaucoup d'autres sportifs, et le fait voilà, de se retrouver justement dans le même secteur d'activité, pour moi, ça a été vraiment excellent, bénéfique pour moi, et je me suis dit, c'est un plaisir de rencontrer aussi d'autres joueurs avec qui voilà, j'ai pu collaborer, jouer en tant qu'adversaire, en tant qu'ami. Et voilà, le fait d'être venu à Miami et de savoir que Alex Cormand est le coach Love, la référence en ce moment aux États-Unis, même en France, parce que tu es très bien suivi en France. Et voilà, en tout cas, c'est un plaisir en fait de se retrouver là dans une autre carrière. Yes. Non, c'est vrai, c'est dingue. La vie, elle nous met sur différents chemins, tu vois. L'important, c'est de rebondir. Je connais beaucoup de sportifs. C'est vrai qu'après leur carrière ou quand ils vivent un petit échec, ils ont du mal à rebondir. Et ça, je pense, ça a été ma force quand même de ne pas trop me disperser et de me dire, OK, la vie, elle continue en fait. Voilà, la vie, elle continue. C'est ce que tu as fait de grand. Ouais. C'est ça. Alors, as-tu un préparateur mental en tant que sportif? Oui. J'en avais un quand j'étais à Dijon, mais encore aujourd'hui, j'ai un coach mental. Ouais. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement l'hypnose et la PNL. Qui m'accompagne, donc surtout avant de faire des grandes conférences. Donc je fais des conférences, j'ai la chance d'en faire devant des milliers de personnes, etc. C'est un peu comme quand tu rentres sur le terrain de basket, tu n'as pas le droit à l'erreur, il faut que tu sois dans la pensée positive. Donc oui, j'ai quelqu'un qui m'aide dans mon inconscient à renforcer, je dirais, mes nouvelles croyances positives. En tout cas, c'est très bien parce que c'est très rare d'avoir un sportif qui a un préparateur mental. Maintenant, ça se fait beaucoup plus. Mais c'est encore très peu médiatisé en France. C'est dommage. Je pense que c'est hyper important. En fait, on le voit encore comme si tu avais un problème, tu vois. Ou alors l'hypnose, on la voit comme Mesmer, le mec qui va hypnotiser, qui va te demander de faire le chien sur scène. Ça n'a rien à voir en réalité. Il y a beaucoup de subtilité. Et je pense que c'est le point que les grands entrepreneurs et les grands sportifs, ils ont compris. Parce que tous les entrepreneurs que je côtoie et qui ont réussi, ils ont tous quelqu'un qui les accompagne. Ça peut être sur le mental, sur les choix, sur les décisions. Ça peut être du coaching, de l'hypnose, de la PNL, peu importe. Il y a de l'accompagnement derrière. On ne peut pas exploiter 100% de ses capacités si on n'a pas une personne qui nous accompagne. D'ailleurs, la preuve, c'est le coaching sportif. Quand il y a un coach sportif, tu te repousses. Quand tu es tout seul, la dernière série, tu ne la fais pas, généralement. C'est clair. C'est souvent ce qui se passe, quoi. En tout cas, pour moi. Et est-ce que le sport, justement, t'aide à présent dans ta discipline? Alors, pendant très longtemps, je t'avouerai que j'ai pu toucher un ballon de basket. Pendant 10 ans après, j'ai fait… Est-ce que le sport t'aide dans ta pratique de coach Love? Le fait d'avoir été sportif, est-ce que ça t'aide dans ta pratique? En fait, ça m'aide dans la pratique de comprendre les émotions, comprendre la personne que j'ai en face de moi, c'est-à-dire son mental, et après, pour l'aider aussi à se surpasser. Parce que ce soit du love, du dev perso, du coaching d'entrepreneur, la personne, elle recherche la performance. Et donc, oui, le sport m'a amené à étudier la performance. Donc, c'est pour moi l'outil numéro 1. Franchement, c'est l'école de la vie, le sport. C'est complètement dingue, mais c'est vrai, c'est important. C'est très important. C'est pour ça que je le fais au quotidien. Au quotidien, et j'essaie justement de encore plus de médiatiser justement le coaching. Parce que en même temps, je suis préparateur mental, mais beaucoup ne savent pas aussi que je suis aussi coach de vie, objectif de vie. Donc, j'accompagne aussi et j'aide les gens comme toi dans leur objectif de vie, dans leur développement personnel, afin qu'ils puissent faire émerger tout leur potentiel et qu'ils excellent dans leur secteur d'activité, tout simplement. Et malheureusement, moi, tu as la chance, justement, toi, d'être aux États-Unis et justement, la culture et les gens aux États-Unis sont plus ouverts à cette pratique-là qu'en France. Et voilà, c'est vrai. Et en France, moi, mon but, c'est d'aider et d'essayer de faire médiatiser ça à travers les sportifs, mais aussi à travers les entreprises. C'est hyper puissant ce que tu fais et de toute façon, ça va arriver de plus en plus. Déjà, tout ce que tu réalises, j'ai vu passer des interviews de personnes que moi j'admire, notamment dans le milieu du sport aussi. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à les écouter et je pense que ça va continuer de se développer. Donc, l'avenir devrait être beau pour le coaching et pour la préparation mentale aussi, qui est un domaine qui est souvent oublié, mais c'est super, super puissant. On l'espère en tout cas. Tu as des clients d'univers et milieux très différents.
Y a-t-il des difficultés particulières à trouver l'amour ou à maintenir son couple dans le secteur sportif en particulier et peut-être dans ta notoriété, par exemple? Alors en fait, j'accompagne des sportifs de très haut niveau. Et c'est vrai que généralement, ils peuvent être, comment dire, ils peuvent perdre un petit peu le sens des réalités. C'est-à-dire qu'ils vont être pris par leur côté célèbre, pardon, et ils vont avoir du mal à rester connectés aux autres êtres humains. Donc moi, ce que je leur apprends en fait, c'est à vraiment créer une vision commune pour partager les mêmes valeurs que leurs partenaires. Donc ce que je fais généralement pour les sportifs, c'est beaucoup de la thérapie de couple. Quand on perd la même vision, quand on se fait avoir par le quotidien. Aussi, un point dont on parle très peu pour les sportifs, c'est la gestion de la pression. Parce que quand ça va bien, bien évidemment, c'est beau. Mais dès que la presse, elle te tombe dessus, comment psychologiquement tu peux surmonter tout ça avec l'aide de ton ou ta partenaire, c'est des choses que je travaille vraiment au quotidien. Mais je dirais la problématique des sportifs, c'est qu'ils ont du mal à avoir une vision. Ils sont vraiment concentrés sur le moment présent. Et avec la célébrité, ça peut les amener à perdre le sens de leurs valeurs. Donc nous, on travaille beaucoup sur les valeurs et la vision. Les valeurs et la vision. D'accord. Comment tu gères ta carrière actuellement? Quelles sont tes perspectives d'avenir? Écoute, comme tu l'as dit, j'ai de la, entre guillemets, chance, parce que ça a été du travail. Mais aujourd'hui, j'ai plusieurs cabinets de coaching. Je suis très bien implanté aux États-Unis. Donc, mon objectif, c'est de continuer. Je me suis fixé d'être le numéro 1 au monde. J'avais 17 années avec le Covid, ça va être un petit peu plus compliqué parce que ça limite les voyages. Mais je pense que d'ici l'année prochaine, avec l'ensemble des vidéos et toute l'équipe, tout ce qu'on propose, on devrait être numéro 1 au monde. Donc, c'est vraiment mon objectif. La petite référence que je prends, c'est Tony Robbins. Donc, Tony Robbins, c'est coach numéro 1 en développement personnel. Il remplit des stades. Donc, voilà, je me vois bien voyager, remplir des stades un peu dans différents pays et divulguer une philosophie autour du développement personnel, de l'amour, du bien-être. Ce serait ça mon objectif. Ouais. D'accord. Tu es épanoui dans ton métier, je suppose. Écoute, je ne vais pas te mentir, ce n'est pas tous les jours facile. Il y a des jours, c'est stressant, il y a beaucoup de gestion. Aujourd'hui, c'est une équipe de 40 à 50 personnes que je dois gérer. Donc, dans mon métier, on va dire que je suis super épanoui. Mais il y a du stress derrière qui est sous-jacent forcément. Mais c'est sûr que je changerais ça pour rien au monde. Tu vois, Très pour bon. rien au monde. Moi aussi, je suis un de. Je m'en doute. Honnêtement, tu as pu le voir. Hein. Ouais, je Ça, crois que t'es à fond. ça change la vie, ça change aussi même humainement. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup apporté même en tant que voilà. Je pensais que moi, mon domaine, notamment je pensais que j'allais faire que du sport, que j'allais juste un simple sportif et que j'allais finir ma carrière jusqu'à 40, 45 ans à shooter, à jouer, à encore arriver. Et Dieu merci, ouais. Dieu merci, ouais. Je suis vraiment content d'avoir trouvé ce métier-là parce que ça me rappelle aussi, ça me rappelle justement un peu un effet sportif. C'est-à-dire, tu croises du monde, tu rencontres des personnes inconnues que tu ne connais pas. Et voilà, quand tu as vécu une carrière de sportif et que tu te retrouves justement en fin de carrière, quand on éteint les lumières, ça fait très mal. C'est psychologiquement très dur, tu vois. Très, très, très dur. Et même si ce n'est pas une carrière de sportif de NBA ou de Ligue des Champions au foot ou quoi que ce soit, dans tous les cas, c'est difficile de t'as aimé un truc toute ta vie et que tu dois passer à autre chose. Faut réussir cette transition. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant, je ne sais pas si tu en parles, mais il y a autant de sportifs qui, à un moment donné, voient leurs finances se dégrader, voire même, tu vois, tout perdre du jour au lendemain parce qu'ils ne savent pas gérer leurs finances, leurs investissements, leur situation. Ils sont sportifs, ils ne sont pas dans d'autres axes, en fait. Donc ça, c'est un point qui est aussi important. Beaucoup aux États-Unis? Ouais, beaucoup aux États-Unis. Parce qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui leur tournent autour, beaucoup de personnes qui veulent en profiter. Donc, tu sens que s'ils n'ont pas la tête sur les épaules, dans le sens où ils n'ont pas eu d'éducation de par leur famille, s'ils n'ont pas fait leur propre éducation, etc., tu en as beaucoup, ouais. Beaucoup. C'est un problème qui est hyper majeur. En même temps que la reconversion, le côté gestion du train de vie, en fait. Parce que c'est difficile quand tu es habitué à tout acheter et que du jour au lendemain, tu dois faire attention à tes finances. Ça aussi, psychologiquement, c'est autre chose. D'accord. Et question secrète, je voudrais savoir, quel joueur reconnu as-tu aidé
dans le coaching? Là, je pourrais pas. Je pourrais pas, malheureusement. En fait, si tu veux. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. On coach des stars. On coach des joueurs célèbres, des stars, acteurs, chanteurs, etc. La première question qu'ils vont te… C'est même pas une question qu'ils vont te demander. Ils vont t'envoyer un DNA. Tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de faire sortir quoi que ce soit. C'est tellement tabou. Mais d'ailleurs, même les gens, quand ils m'écrivent, ils me disent tous, Alex, est-ce que c'est confidentiel? Est-ce que vraiment? Donc, malheureusement, je ne pourrais pas en parler. Je peux te dire, j'ai des joueurs de foot de l'équipe de France, j'ai des joueurs de basket de l'équipe de France, j'ai des joueurs j'ai des chanteurs, j'ai des acteurs internationaux. Donc voilà, j'ai un peu de tout, quoi. D'accord. Au stade, justement, c'est pas médiatisé le fait que tu sois coach love et que tu aides pourtant. C'est médiatisé. C'est-à-dire que ça m'arrive de me faire reconnaître dans la rue, etc. Tu vois, en France encore plus qu'aux États-Unis. Mais les gens ne veulent pas dire qu'ils ont été voir. Ils diraient, OK, je le connais, mais pas c'est lui mon coach. C'est mal perçu pour une star encore, tu vois. OK. Donc, moi, j'accepte, c'est OK, quoi. Un jour ou l'autre, ça va changer, mais pour l'instant, je pense que c'est encore un petit peu difficile. Parce que tu sais, voilà, comme je ne sais pas si tu connais Timothée Galway, celui qui a lancé le coaching, justement, parce qu'à la base, le coaching, c'était pour les tennisman dans ce sport-là. Et lui, chaque pas mal de sportifs qui l'a accompagné et aidé mentalement ou bien dans leur domaine de sportif ou sportive. Et beaucoup d'anciens sportifs citent son nom sur son site internet. Je te laisserai aller voir. Et, ouais, en fait, je dis que je ne connaissais pas, mais tu m'en avais parlé, donc j'avais regardé son livre aussi. Je pense qu'il y a une raison à ça, c'est parce que déjà, c'est ancien. Je vais donner un exemple concret. Moi, je ne vais jamais donner le nom de mon hypnothérapeute aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je veux le garder pour moi, déjà, premièrement. Et deuxièmement, parce que le travail, il est en continu. Mais dans 15 ans, 20 ans, je pourrais citer son nom. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as fait du coaching avec une personne, tu es en mesure de dire, ouais, à 20 ans, j'ai fait appel à lui. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu as cette tendance de vouloir garder cette personne, le travail que tu fais avec cette personne secret aussi. Tu vois, c'est des choses que, c'est comme toi. Tu ne pourrais pas être coach mental de deux joueurs qui vont s'affronter en finale, par exemple, de Pro A ou en finale d'Euroleague. Tu ne pourrais pas, c'est impossible. Pourquoi tu vas devoir garder une forme de confidentialité, de professionnalisation. C'est un peu pareil, je pense. Après, une nuance. Parce qu'il y a confidentialité. Bien sûr, le joueur peut très bien dire que voilà, il a été aidé, il a été accompagné. Mais bien sûr, ce qui se passe justement dans le processus de coaching, c'est confidentiel. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que moi, voilà, personnellement, avec les sportifs que j'ai, c'est les jeunes du centre de formation ou quoi que ce soit. Moi, le but, ce n'est pas pour, entre guillemets, briller ou avoir la gloire sur Instagram. Mais mon but, justement, c'est de connaître cette discipline-là pour les jeunes sportifs. Parce qu'en France, honnêtement, dans la culture française, il y a des préparateurs mentaux. Bien sûr, ça existe depuis très longtemps. On arrive dans le marché, voilà. Mais je trouve que c'est beau aussi de retransmettre à ces générations-là pour que justement, ça fasse un effet de boule de neige et pour qu'eux-mêmes puissent en parler. Que je sois leur coach ou pas, je pense que d'autres coachs pourront en bénéficier par rapport à ça. Donc, je ne sais pas si tu as pu voir, voilà, je pense que tu as bien vu mon Instagram. Mon but, c'est de retransmettre. Démocratiser, en fait. Voilà, démocratiser. Voilà, pour que les générations et les générations à venir puissent connaître ça, parce que moi-même, je ne connaissais pas. Alors pourtant, j'ai aussi eu une carrière et j'ai énormément voyagé. Je ne connaissais pas ça. Et pour moi, je me suis dit, mais c'est grave quand même. Tu fais toute une carrière. C'est vrai en plus. Et je me suis dit, c'est grave. Et effectivement, quand j'étais en centre de formation à Reims ou quoi que ce soit, il y avait des préparateurs mentaux, mais c'était pas assez… en fait, c'est comme moi aussi, pareil, à Dijon. C'était tu vas si tu veux. Tu vois, ils sont tellement dévalorisés. Tu te dis, mais si je veux, non, je vais jouer au basket. Pourquoi je vais prendre un préparateur mental? Je ne comprends rien à ce qu'il fait, je ne comprends rien à ce qu'il me dit. Donc, c'est vrai, en fait, c'est pas démocratisé, quoi. C'est pas démocratisé, c'est exactement ça. Alors, avant de te laisser à Miami, quel conseil donnerais-tu à une personne comme moi qui se lance dans le coaching en France, même si je ne fais pas du coach love, mais que j'accompagne plutôt les sportifs et les structures sportives? Écoute, je pense que ce que tu fais déjà, c'est très bien. Chercher à démocratiser sans avoir l'aspect pécunier, c'est important, tu vois. Moi, j'aimerais bien avoir quelques vidéos de toi. Comme là, tu l'as fait avec ton ordi, tu te mets sur Zoom, tu parles. C'est quoi la préparation mentale? C'est quoi l'exercice que tu préfères faire avec tes coachés, tes clients? Parce que je regarde tout ce que tu fais
Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien avoir un petit exercice, j'aimerais bien avoir un petit peu de test. Et après, je pense qu'il y a beaucoup de sportifs qui vont vouloir aller encore plus loin. Nous, on se connaît, c'est différent. On est potes, tu vois ce que je veux dire. Donc, forcément, je te fais confiance. Mais si c'était une personne, si je te voyais pour la première fois, je serais excité de voir un exercice que tu peux transmettre. Tu vois, avoir plus de vidéos de toi, je pense que ça peut être intéressant. Et après, de continuer, pas lâcher. Voilà, tout simplement. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je vais m'y mettre et ça arrive. J'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. Ça arrive, mais tu sais que c'est pas toujours facile aussi de, voilà, mon but, voilà, de se montrer. Ouais. Et j'avais pas du tout, je me suis pas du tout projeté, justement, notamment sur Instagram, sur les réseaux, surtout, etc. Ça s'est fait vraiment naturellement, parce que moi aussi j'étais suivi et préparé mentalement par d'autres coachs, et encore actuellement. Et c'est pas toujours facile aussi de s'exposer aussi à travers. Non, c'est pas facile, mais après, il faut que tu vois tout le bienfait que tu vas apporter aux gens, tu vois. C'est que les gens, ils vont avoir vraiment une esquisse de ce que tu proposes et je suis sûr que tu vas avoir énormément de retours positifs. Encore plus que ce que tu as aujourd'hui, parce que je sais que tu as déjà du succès, mais c'est important, ouais. Moi, en tout cas, je vais regarder, je serai le premier à regarder ta vidéo et à faire les exercices avec toi, quoi. Je te remercie beaucoup, Alex. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin de notre interview? C'était très riche, très enrichissant. Le dernier mot, en fait, c'est un mot que j'aurais aimé qu'on me dise, tu vois, quand j'étais en centre de formation, c'est si tu donnes tout, il n'y a pas de raison que tu ne réalises pas tes rêves. Donc, quels que soient les rêves des personnes, et là, pour tous les jeunes qui vont nous écouter ou tous les moins jeunes, mais qui se disent j'ai encore des rêves, j'ai encore des projets, donnez tout. Donnez tout et vous allez… N'essayez pas aussi, enfin, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Tu vois, il ne faut pas avoir peur de se dire ok, si j'ai besoin d'un préparateur mental pour repousser mes limites, j'y vais, je fonce. Je pense que c'est important, vraiment. D'accord. Voilà, merci beaucoup, Alex. Yes, merci à toi pour cette interview et je te souhaite le bonheur et la réussite dans ton secteur d'activité encore coach love comme tu le fais déjà. Et si j'ai une thérapie de couple ou quoi que ce soit. C'est ce que tu me diras, ouais. Merci en tout cas, franchement, Brian, c'était trop cool. Prends soin de toi, à très vite. À bientôt. Ciao. Ciao. T'es parti de rien.